C'est une rumeur qui court Paris depuis quelques mois. Dans certains restaurants à la mode, les serveurs auraient pour consigne d'attribuer les meilleures tables aux clients à l'apparence la plus soignée. En clair, les beaux devraient être visibles de l'extérieur, les moins beaux au fond de la salle. Pour en avoir le cœur net, nous avons constitué un premier groupe de 3 testeurs. Bien apprêtés, maquillés pour les filles, nous les appellerons les classes. Et voici 3 autres testeurs, volontairement mal arrangés, mal coiffés, l'allure désinvolte, nous les appellerons les moins classes. Au téléphone, nous réservons 2 tables à la même heure dans un restaurant branché situé sur le toit d'un célèbre musée. Nous savons par d'anciens employés que toutes les tables ne se valent pas. Les plus prestigieuses sont ici, en verre, offertes à la vue des clients dès leur arrivée. Les moins bonnes sont ici, en rouge, plus éloignées, moins visibles. Bonjour. Ceux que nous appelons les moins classes se présentent en premier. L'hôtesse les conduit vers le fond du restaurant, à l'abri des regards, derrière les structures métalliques, ici. Quant aux classes, ils arrivent 5 minutes plus tard. Sans hésitation, l'hôtesse les guide vers les plus belles tables, ici. Visibles, elles ont aussi une vue panoramique sur les toits de Paris. Le groupe des moins classes va demander à changer de place à côté de l'autre équipe de testeurs. La table restera pourtant inoccupée. Alors, placement à la tête du client ou simple malentendu? Nous réitérons le testing un jour de beau temps avec 2 nouvelles réservations pour cette autre équipe de classe et cette autre équipe de moins classe qui arrive, là encore, en premier. Bonjour. Une belle vue. Je conseille d'aller à l'intérieur. Peut-être mieux. À l'extérieur, comme vu qu'il fait beau. À l'extérieur, vous savez, j'aurais plus rien à faire. De nouveau, le ton change quand l'autre équipe se présente. Bonjour, j'ai réservé au nom de... Oui, bien sûr, je peux faire ça? Ouais. Oui. Merci bien. Merci. Sans hésiter, l'hôtesse les place en terrasse, au soleil et avec une belle vue. Contactée, la direction du restaurant ne s'exprimera pas sur ces pratiques, mais elles nous seront confirmées par d'anciens employés, comme cette serveuse. Les consignes sont claires pour les gens qui sont pas sophistiqués ou par exemple les familles avec des enfants qui sont placés en retrait, donc pas des belles vues ou des endroits en fait, où on peut le moins les voir possible. Cette sélection a-t-elle valeur de symbole? Est-elle emblématique d'une société où les beaux seraient à l'avantage? D'après de nombreuses études, ils ont plus de chances d'obtenir un travail, quel qu'il soit, et sont mieux rémunérés que les autres, jusqu'à 17% de plus. Une prime à l'apparence qui fait de plus en plus débat. Enquête sur la belle vie des beaux. Pour commencer ce reportage, nous avons en tête un vieil adage. La beauté fait vendre. Passe-t-il l'épreuve des faits? Et si oui, fait-il bon ménage avec le droit du travail? Lyon, à l'heure de la sortie des bureaux. Nous sommes avec des hôtes et des hôtesses. Allez, on va y aller. Bonjour. Je vous donne des petits flyers, c'est pour le fun break de ce soir qui est au loft. On vous attend, hein? Merci. Merci, au revoir. Virginie vient d'être recrutée pour ce travail payé 10 € de l'heure. Elle et ses collègues distribuent des dépliants pour une soirée étudiante, dans un club, le soir même. Eh ben allez, on attend votre équipe alors. Ils n'ont que quelques secondes pour convaincre leur cible. Leur apparence physique est plus qu'un atout. Ça vous tente de venir boire un verre, je serai là, vous me faites signe, on boira un petit verre ensemble, ça marche? Bonne soirée. Ça accroche l'œil, une coupe de cheveux comme ça?
Quand je sors en boîte de nuit, c'est vrai que j'ai plutôt la cote avec les filles. Ah, vous en avez déjà eu les loulous? Bon, vous allez venir ou pas? Si t'es là, je sais pas, ouais, si vous êtes là. Moi, je suis là ce soir. Hein. Je distribue les cadeaux et tout, donc c'est avec plaisir. Il y a votre copine aussi là? Ouais, on sera toutes là. Ah bon, on sera là. On va mettre le feu, donc si vous pouvez venir, ce serait sympa. Bah, à ce soir alors. Ah, ce soir. Ça sent la chaleur de l'été, du printemps. Absolument rien. Le soir, la foule est au rendez-vous. Mais pour les hôtesses, le travail n'est pas terminé. Il ne fait même que commencer. Elles font désormais la promotion de séjours à l'étranger pour les étudiants sur le mode du spring break américain. Elles sont pas mal les filles sur le bar là. Et elles y seront aussi, même le monsieur au milieu. Elles tentent d'imiter l'ambiance de ce type de vacances. Au total, grâce à cette soirée, plus de 200 séjours auraient été vendus. Comment cette équipe de charme a-t-elle été recrutée? Les critères physiques ont-ils été pris en compte? Nous étions présents lors du casting. Nicolas, le patron de l'agence, supervise les entretiens. Leslie, la chef des hôtesses, pose les questions. Et quelles sont vos qualités? Le souriant, dynamique. Quelle vision vous avez donc de ce métier? La fête et le monde de la nuit. Quels seraient un peu vos défauts, on va dire? Je peux être un peu trop speed. Et vous avez donc déjà effectué donc, des animations, des prestations? Oui, j'en ai déjà effectué parce qu'auparavant j'ai été Miss, donc Et quand les responsables de l'agence débriefent, ils ne parlent pas seulement de l'attitude ni de l'expérience des candidats. Elle est très charismatique. Ouais. Elle est très charismatique. Honnêtement, elle a tout. C'est une jolie fille. Elle est très fin, elle a tout ce que tu veux. Elle est brune, pommade, elle a vraiment tout. Et on va apporter justement... Un intérêt marqué pour le physique, jusque dans les documents à remplir. Un détail attire notre attention. Ils doivent mentionner leur taille et leur poids. Est-ce légal? Nicolas, le patron de l'agence, est sur ses gardes. Parce que des fois, on va avoir des demandes où il faut que les personnes fassent minimum 1m70 et ainsi de suite. Donc on a besoin d'avoir ces renseignements qui sont tout enregistrés dans notre base de données. Et sur un produit comme celui-là? Sur un produit comme celui-là, on va demander à Maxime, mais il n'y a pas de critères de taille, de poids ou ainsi de suite. Là, ce qu'on veut vraiment, c'est, entre guillemets, la joie de vivre. Ces informations sur le physique des candidats ne serviraient donc pas pour l'opération Spring Break, mais pour d'autres missions, où elles seraient, cette fois, incontournables. Mais que dit la loi exactement? Depuis 2001, l'apparence physique est considérée par le Code pénal comme un critère discriminatoire illégal, au même titre que la race, le sexe, la religion ou l'orientation sexuelle. Constitue une discrimination toute distinction opérée en fonction de l'apparence physique. Recruter sur le physique est en théorie passible de lourdes amendes, voire de prison ferme. Mais certains domaines ne sont-ils pas épargnés? Cet avocat, spécialiste du droit du travail, va pointer deux professions. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'exceptions qui existent et qui sont fixées notamment par la jurisprudence. On pense notamment aux mannequins, aux acteurs. Il y a toujours discrimination, mais cette discrimination est justifiée par ce qu'on appelle le but recherché, en fait, qui est finalement le but de la manœuvre, à savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette discrimination. Dans le cas des mannequins, c'est très simple, on a besoin de vendre du rêve, de vendre un physique agréable. Et dans le cas des acteurs, encore plus. Autre exception, les professions du fitness. Alors que dire des hôtesses? Nous lui montrons les images du recrutement à Lyon. Sur la feuille, vous pouvez voir qu'il y a deux critères discriminants qui sont le poids et la taille. Maintenant, encore une fois, est-ce que la discrimination est justifiée ou pas? On est en train de parler de recrutement d'hôtesses. Quels sont les produits que ces hôtesses vont mettre en avant, qu'elles vont vendre? Si le produit, il s'agit par exemple de séjours pour étudiants à l'étranger? En principe, effectivement, non. Il n'y a aucune raison d'avoir des critères discriminants, en tout cas sur l'apparence physique, pour ce genre de recrutement et ce genre de recrutement d'hôtesses. Maintenant, c'est là où vous voyez que finalement, si les gens veulent vendre, ce qu'ils recherchent en particulier, c'est des hôtesses avec un physique agréable. Quitte à se mettre hors la loi. Quitte à se mettre hors la loi, et encore une fois, ça ne répond pas à la question « est-ce que je suis en conformité avec la loi ?» Ça répond à une question de logique économique simplement. En clair, pour cet avocat, la loi est hypocrite et trop restrictive.
Les agences d'hôtesse devraient pouvoir elles aussi bénéficier d'exceptions. D'autant que les poursuites pour discrimination fondée sur l'apparence physique sont dans les faits très rares. Et pourtant, les cas sont de plus en plus nombreux. Un centre commercial du nord de la France. Il est 10 h du matin, devant ce magasin une file d'attente, comme devant une boîte de nuit. C'est l'inauguration d'une nouvelle boutique américaine de prêt-à-porter. L'univers est celui des plages californiennes, avec ses maîtres nageurs musclés. Sauf que ces jeunes hommes ne sont pas mannequins, mais vendeurs. Car ici, tous les employés au contact de la clientèle sont beaux, à tous les échelons, des caissières à la photographe couvrant l'événement. Visage, taille, carrure, style d'habillement, une esthétique très uniforme, tout droit sortie d'un magazine de mode. Objectif, que le client porte la marque en espérant leur ressembler. Nous avons contacté la direction, nous n'aurons ni interview, ni accès au magasin. Cette boutique fait partie d'un groupe plus large, Abercrombie & Fitch. De nouveau, silence radio du côté de la direction. La seule personne qui accepte de nous parler à visage découvert s'appelle David Grégoire. C'est un délégué syndical libre de sa parole. Avec lui, nous allons comprendre comment la marque uniformise l'apparence de ses employés. Les vendeurs doivent se conformer à un code d'image très strict, la Look Policy. Ce document est fait pour montrer aux salariés les coupes qui sont autorisées et les coupes qui sont inacceptables. Donc pas de cheveux courts pour les filles, les sourcils pas trop épilés, pas de maquillage bien sûr. La taille des ongles est réglementée, la couleur des ongles est réglementée. Quand un manager voit l'employé avec des ongles trop longs, le manager lui fait des remontrances. La marque a le sens du détail. Sont réglementées les teintes de cheveux chez les filles, la longueur des pattes chez les garçons, la manière de faire tomber la chemise, les styles d'ourlet ou encore la hauteur des caleçons sous les jeans. Un esprit cool qui serait en fait un trompe-l'œil. Ils cherchent à uniformiser les salariés. Pour l'entreprise, un salarié est un numéro et est facilement remplaçable. On l'a entendu à de nombreuses reprises. D'où la Look Policy, la coiffure, pour que le jour où ce salarié ou cette salariée n'est plus là, soit remplacé facilement. Mais l'entreprise ne fait pas que contrôler l'apparence de ses vendeurs. Elle va beaucoup plus loin. Margot est une ancienne employée qui a souhaité garder l'anonymat. Elle occupait un poste de modèle à mi-chemin entre la vendeuse et le mannequin. Elle nous explique qu'en magasin, plus les employés sont beaux, plus ils sont placés au contact de la clientèle. Vous avez les personnes qui n'ont pas les critères pour être modèles, mais sont quand même agréables physiquement. Dans ce cas-là, on les met en relation directe avec les clients. Et ensuite, il y a les personnes qui soit sont plus âgées ou qui, selon eux, n'ont pas le physique qui correspond à l'image de la marque. Et donc, ces gens-là sont mis en poste de nuit de 5 h à 10 h du matin. Ils sont enfermés au stock pendant des heures entières sans fenêtre, en train de défaire les cartons et de mettre les petites étiquettes des prix. Et ces pratiques discriminatoires dans l'attribution des postes ont des conséquences. Plus on est beau et plus on est en adéquation avec la marque Abercrombie, mieux on est placé, donc du coup mieux on est rémunéré. Et du coup, plus on a des avantages, par exemple, on peut s'absenter plus souvent, personne ne vous dira rien. Pour en avoir le cœur net, nous décidons de faire acte de candidature auprès d'un magasin qui cherche des vendeuses. Nous voulons voir si l'expérience est prise en compte. Voici Claire, 24 ans, sans CV. Et voici Valentine, même âge, avec un long CV de vendeuse. Toutes deux se présentent à un entretien de groupe équipé de caméras cachées. Bonjour. J'ai une question. Je viens pour des entretiens. Oui. On m'a dit de venir à partir de 16 h. Bah là, on va venir te récupérer. Là, je crois qu'ils sont en train de... Ok, super. Merci. L'entretien va se dérouler dans l'arrière-boutique. La recruteuse explique aux candidats la philosophie de la marque.
client nous dit, oh, je suis partie à Hollister, c'est un truc de malade, il y avait des mecs torse nu, les gens ils dansaient, machin. Les autres personnes voudront rentrer dans le magasin pour le visiter aussi. D'accord, donc c'est à vous aussi, c'est vous qui faites cette espèce de marketing. En clair, l'apparence physique des vendeurs serait un atout pour la vente. Une conception qui a fait tiquer le bureau du défenseur des droits à Paris. Soupçonnant un recrutement au faciès, il enquête depuis 9 mois sur Abercrombie. C'est désormais au candidat de se présenter. Claire met en avant sa personnalité. Je suis quelqu'un d'optimiste et d'enthousiaste, voilà, les gens viennent pas facilement vers moi. D'accord, merci Claire. Valentine, elle, insiste sur son passé de vendeuse. J'ai fait beaucoup de ventes dans beaucoup de magasins différents, notamment des Gap et des Zara à Londres. Et voilà, on me décrit comme quelqu'un d'assez avenant. Mais visiblement, la notion d'expérience n'intéresse pas la recruteuse. On vous laisse pas du tout de CV? Non. Pas du tout? Ça marche. Si on n'a pas d'expérience dans la vente, c'est pas grave. Finalement, ni Claire ni Valentine ne seront rappelées. Sans doute ne correspondent-elles pas aux critères très exigeants de la marque. Nous poursuivons notre enquête aux États-Unis, le pays d'Abercrombie. À New York, nous allons voir que les recruteurs ont opté pour une méthode plus agressive. Objectif, identifier des vendeurs qui correspondent à leur canon de beauté. Kisha a travaillé 5 ans pour le groupe. Aujourd'hui, elle dénonce les pratiques de son ex-employeur. Regarde ce garçon avec le chapeau. Il est mignon, non? Non, il est trop gros. Avec une amie, ancienne responsable de magasin elle aussi, Kisha a reconstitué pour nous une séance de casting sauvage, l'une de celles auxquelles elle se livrait dans la rue. Cette fille à gauche est vraiment belle. C'est le genre de fille à qui on a envie de parler. Elle est mignonne, mais elle se teint les cheveux. Ce n'est pas une beauté suffisamment classique pour Abercrombie. Et de toute façon, elle en fait trop. Oui, elle ne correspond pas au style. Elle n'est pas assez naturelle. La marque a même mis au point un système de notation à l'intention de ses recruteurs. On avait l'habitude de leur donner des notes. 1, 2 ou 3. 2, c'est quelqu'un de très beau qu'on peut embaucher. 3, vraiment hors du commun, un top modèle. On n'embauchait pas en dessous de cela. On cherchait le top du top de la population. Nous allons en apprendre davantage sur la politique discriminatoire d'Abercrombie. Chez elle, Kisha va nous montrer des documents internes à l'entreprise. Celui-ci est dévoilé pour la première fois. C'est une fiche d'évaluation des magasins sur la base de critères très surprenants. Ce tableau permet de suivre le nombre de beaux employés par magasin. Donc vous voyez, mon management n'était pas très bon. Je n'avais que 23% ou 33% de beaux vendeurs. L'objectif était d'avoir 50% ou plus. Tout aussi étonnant, cette petite bible des recruteurs. Les 10 choses à ne pas faire. On n'avait pas le droit de parler de nos pratiques de recrutement à qui que ce soit à l'extérieur. Mais si quelqu'un nous demandait « mais vous n'employez que des beaux ?» on devait répondre « non, nous recrutons des gens intelligents, sympas, cool ». Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui. La sélection à l'apparence physique n'est pas illégale aux États-Unis, à la différence de la France. Mais la prudence d'Abercrombie s'explique sans doute par un précédent. En 2005, la marque a été poursuivie par plusieurs employés pour discrimination raciale. Abercrombie leur a versé 40 millions de dollars pour enterrer l'affaire. De retour en France, nous nous posons une question. La beauté, selon Abercrombie, correspond-elle à l'ère du temps? Sophie Cheval est psychologue. Elle a écrit un livre sur ce qu'elle appelle la tyrannie de l'apparence. Elle y dénonce les normes de beauté définies par les marques. Aujourd'hui, la beauté, ça renvoie à une blancheur de peau,
à une certaine taille, plutôt grande, à une morphologie plutôt filiforme et à un critère de jeunesse. Des critères valables chez les filles comme chez les garçons, avec en plus pour ces derniers un corps musclé et des mâchoires carrées. Une vision de la beauté partagée par le plus grand nombre. Il y a des chercheurs qui se sont amusés à proposer à des participants d'évaluer des milliers de photographies d'identité, donc 4 à 5 participants selon les études, et ils se sont rendus compte que dans 70% des cas, les 4 ou 5 participants attribuaient les mêmes notes de beauté aux milliers de photos qu'ils avaient vues. Donc manifestement, notre perception de la beauté est relativement uniforme et relativement universelle. Et c'est d'autant plus frappant que ces résultats, ils se confortent, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la préférence sexuelle, quelle que soit la couleur de peau, à la fois des évaluateurs et des évalués. À l'Université de Londres, nous allons en avoir confirmation. Vous avez 2 minutes. Au tableau, la photo d'une publicité avec 3 femmes. Moi, j'ai ma préférence pour l'une d'entre elles. Vous avez peut-être la vôtre, mais on est d'accord qu'elles sont toutes les 3 belles. Elles sont très belles. Des critères qui transcendent les origines ethniques. Dan Hammermesh enseigne l'économie de la beauté. Une discipline unique au monde. Il a réalisé une vaste étude sur 10 000 personnes. Leur niveau de beauté a été noté par un panel et leurs salaires ont été comparés. Les résultats sont sans appel. Ce qu'on peut voir, c'est que les très beaux gagnent plus que les moyennement beaux, qui gagnent eux-mêmes plus que les pas beaux du tout. En moyenne, les hommes les plus beaux gagnent 12% de plus que les moins beaux. L'écart est un peu moins important chez les femmes. C'est comme si les beaux avaient 1 an d'études en plus, ce qui fait une grosse différence. Pourquoi cette prime à la beauté? Parce que selon Dan Hammermesh, les candidats à l'apparence agréable seraient susceptibles d'intéresser plusieurs employeurs. Ils feraient, sans le vouloir, monter les enchères. Disons que nous sommes 2 employeurs à penser que vous êtes beau et que vous ne l'êtes pas. Si nous voulons tous les deux vous embaucher parce que vous êtes beau, il va falloir que je vous paye plus que l'autre employeur. Vous obtenez une prime pour votre beauté, alors qu'au fond, vous n'êtes pas plus productif que votre voisin moins beau. D'après ce professeur, certains employeurs ont tendance à confondre beauté et compétence. Le phénomène est bien connu des psychologues. Il porte même un nom. L'effet de halo. La beauté, elle repose sur cet effet de halo, c'est-à-dire qu'au-delà d'éclairer simplement l'apparence physique de l'individu, elle vient illuminer toutes les caractéristiques de la personne. Quand je commence à évaluer quelqu'un favorablement, ce qui est le cas quand cette personne est belle, je vais avoir tendance à estimer que tous ses traits, toutes ses caractéristiques sont favorables. En clair, les beaux se verraient attribuer des qualités qu'ils n'ont pas forcément. Un favoritisme que certains assument sans détour, au point de créer pour les beaux un réseau social, Beautiful People. Une communauté de 750 000 membres à travers le monde. En France, il est surtout utilisé pour sa fonction site de rencontre. Romain est membre depuis quelques mois. Il va nous expliquer que le site repose sur un système très strict de sélection à l'entrée. Pour être utilisateur, il faut être validé par les autres membres, entre guillemets. Ce sont les membres déjà admis qui se prononcent sur le physique des candidats, pour savoir s'ils vont pouvoir à leur tour faire partie du club. Donc là, on est dans le système de vote. C'est là qu'on va dire, tiens, elle est plutôt jolie, elle, j'adore sa photo, elle un peu moins. On n'a pas du tout, non, ok, et beau, belle. Si les votes sont positifs, le candidat est accepté et pourra voter à son tour. Ça, j'aime un peu moins, mais ça doit pas être ma tranche d'âge. Elle, je lui donne ma pleine adhésion. Elle a toutes ses raisons d'intégrer le site. Elle aussi, elle a l'air plutôt jolie. Un monde cruel où les beaux se flattent entre eux et rejettent les laids. Elle peut pas prétendre à s'inscrire sur Beautiful People, c'est pas bien ce qu'elle fait. Ce point de vue décomplexé cadre bien avec l'esprit du site.
Car Beautiful People va encore plus loin. Depuis un an, il propose des offres d'emploi réservées à ses membres. En France, ce type de recrutement est interdit par la loi, mais pas aux États-Unis. Los Angeles, capitale mondiale du culte de l'apparence. Sam, on se fait une partie? Greg Hodge est le patron de Beautiful People. Il n'aime rien tant que les parties de ping-pong avec ses employés. Surtout lorsqu'il gagne. Ma vie est tellement belle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, je vis à Los Angeles, la Mecque des gens beaux. Je dirige la plus grande communauté au monde de belles personnes. Vous savez, c'est difficile de faire mieux que ça. Greg s'aime beaucoup et n'a aucun tabou. Face au succès de Beautiful People, c'est lui qui a décidé de lancer une page offre d'emploi. Les résultats ont dépassé ses attentes et celles de ses Beautiful employés. Nous avons eu des demandes de banques, d'institutions financières, mais aussi d'hôpitaux, de tous les secteurs du marché. Tout le monde recherche des beaux employés. C'est ce qui est le plus surprenant. Mais qui sont ces employeurs qui ne chassent que les beaux? Renée Pietrangelo est la patronne d'une agence immobilière dans la banlieue de Los Angeles. C'est beau, non? Aujourd'hui, elle forme son nouvel employé, au nom prédestiné, Ken. Elle lui apprend à faire visiter cette maison. C'est sur Beautiful People qu'elle a recruté Ken. J'étais le meilleur choix. Oui, mais tu n'as toujours pas ton diplôme. Je vais l'avoir. Oui, ça prend du temps. On est beau, on est agréable, on sait de quoi on parle et on a confiance en nous. Alors le tout fait que les clients sont plus à l'aise et nous accordent plus de crédit. Ken a été embauché uniquement sur son physique et il est loin d'en prendre ombrage. Si vous regardez les représentants pharmaceutiques, ils sont beaux. Les hôtesses, les réceptionnistes, les assistantes administratives, elles sont belles généralement. Donc pourquoi pas un agent immobilier? Ça me semble logique. Un discours sans retenue à l'américaine. Pourtant, c'est aussi aux États-Unis que la révolte a commencé. Orlando, en Floride. Benjamin O'Keefe a tout juste 19 ans. Il vit avec sa sœur. Il s'est attaqué à l'entreprise qui symbolise pour lui la dictature de la beauté, Abercrombie & Fitch. Je ne réalise pas l'ampleur que ça a pris. Benjamin a lancé une pétition pour dénoncer non pas la discrimination des vendeurs, mais celle des clients. Des habits taillés pour les minces, taille 40 maximum au rayon femmes. Quand j'étais jeune, je regardais les pubs d'Abercrombie et je n'y voyais que des gens qui ne me ressemblaient pas. Dans les magasins, les habits ne m'allaient pas. Ça m'a beaucoup affecté et je me faisais charrier pour mon poids. Un jour, j'ai décidé d'arrêter de manger et ce qui avait débuté comme un choix est devenu une maladie mentale. Une phase d'anorexie désormais derrière lui. Dans sa pétition, Benjamin demande des excuses à la marque. Il appelle à la boycotter tant que celle-ci ne produira pas des vêtements pour toutes les morphologies. 80 000 signatures en quelques jours, la pétition sera reprise par tous les médias. Je crois que les gens ont commencé à se demander, quand ils se regardaient dans le miroir, s'ils étaient embauchés par la marque, où ils seraient placés en magasin, au contact avec la clientèle ou cachés au stock. Et ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas beaux selon la définition d'Abercrombie, et que leurs proches non plus, et que personne en fait n'est assez beau pour Abercrombie. Mais ça n'est pas vrai. Et il faut que la marque le sache. C'est elle qui n'est pas assez bien pour nous. Après cette pétition, Abercrombie s'engagera publiquement à produire de plus grandes tailles. Un an plus tard, la marque a-t-elle tenu parole? Nous nous rendons en caméra cachée dans ce centre commercial d'Orlando. En magasin, Benjamin a beau chercher, toujours pas de grande taille. Un vendeur confirme.
Promesse non tenue dans ce magasin comme dans les autres. En 2013, en partie à cause du boycott, les profits d'Abercrombie ont baissé de 58%. Comme si les clients ne pouvaient plus s'identifier à une marque qui serait allée sans doute trop loin dans sa course à la beauté. Miroir, mon beau miroir, comme dans nos rêves d'enfants les plus fous, bientôt, il nous répondra. Bonjour Aurore. Acide hyaluronique stable. Collagène stable. Élastine stable. Film hydrolipidique 80/100. Votre peau est parfaite aujourd'hui. Les contes de fées ne sont donc plus très loin. Demain, notre pièce la plus intime, la salle de bain, va devenir le terrain de jeu d'incroyables mutations. Comme dans un film de science-fiction, tout y sera intelligent et connecté. L'exemple dans la science-fiction serait ce masque que portait Lily Dallas dans le 5e élément. Elle se le met sur les yeux, vous vous souvenez, ça flash et elle l'enlève et elle est maquillée. Demain, vous pourriez aussi partager votre mascara avec votre conjoint. La tendance pourrait bien être de maquiller hommes et femmes sans distinction. Le rouge à lèvres pour tous, dans un monde où féminin et masculin opérerait un joyeux mélange des genres. Après les femmes très sexuées et les hommes très barbus, la victoire pourrait finalement revenir à l'androgynie. On va vers une société où les individus vont gagner en liberté et de moins en moins être assignés à un genre. Notre salle de bain sera aussi le reflet de tous les grands bouleversements du monde. Le réchauffement climatique et le tournant écologique vont s'inviter dans votre intimité et probablement changer vos rituels de toilette. Dans 20 ans, on va certainement avoir une hygiène un petit peu plus minimaliste, à la fois en consommant moins d'eau, en prenant moins de douches, mais également en consommant moins de cosmétiques. On sort de cette société hyper hygiéniste pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus naturel. Les codes esthétiques se réinventent avec quelques surprises en perspective. L'homme, mais aussi la femme très naturelle, pourrait faire un retour inattendu. Je pense honnêtement que je suis plus belle avec mes poils. Tous ces changements sont déjà à l'œuvre aujourd'hui et nous permettent d'imaginer ce que sera la beauté du futur. Dans 10 ans, votre journée pourrait bien commencer comme ça. Un tiers de nos objets du quotidien seront des outils intelligents qui pourront se connecter au miroir de notre salle de bain. Au saut du lit, bien réveillé ou le visage encore un peu fripé, nous serons donc scannés et analysés. De notre brosse à dents à notre brosse à cheveux. Lipides en baisse, pointe sèche et cassée. Votre traitement est mal adapté. Veuillez opter pour un soin à base de tensioactifs non ioniques. Voulez-vous que je prenne un rendez-vous chez votre coiffeur? Ce miroir saura tout de nous, dans les moindres détails. Le prototype de cet incroyable assistant virtuel est déjà en développement. À Paris, une start-up a imaginé ce miroir futuriste qui se met en relation avec la balance, la montre et même le maquillage grâce à un logiciel. Le miroir fonctionne avec de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée. Par exemple, l'intelligence artificielle, c'est ce qui nous permet de faire la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'objets. Donc, ce qui nous permet, par exemple, de pouvoir scanner un produit de beauté et d'avoir, par exemple, un tuto correspondant qui apparaît. Donc, je veux que quand tu vois ça, tu déclenches telle ou telle action. C'est ce qui lui permet de reconnaître et de proposer le tuto approprié, de la bonne couleur, etc.
Cette intelligence artificielle que nous redoutons parfois pourrait donc nous rendre plus beaux. Aujourd'hui déjà, toutes les technologies dernier cri sont utilisées par l'industrie de la beauté. Dans cette boutique aux allures de laboratoire spatial, cette énorme machine en forme de casque de cosmonaute est utilisée pour réaliser des crèmes sur mesure. Marine, esthéticienne nouvelle génération, accueille une cliente qui veut tenter l'expérience. Bienvenue, bonjour. J'ai une ride sur le front, je voulais voir ce que vous pouviez me proposer. Alors... Ici, on va utiliser une sonde. En fait, c'est une caméra microscopique qui zoome 50 fois la peau pour cibler la texture de votre peau de manière générale. Ici, c'est un patch qui est un petit peu collant qu'on vient simplement poser sur le visage pour prélever en fait l'ensemble des cellules mortes et voir si votre peau est suffisamment renouvelée en fait. Je vais simplement vous laisser poser le menton à ce niveau-là et vous allez donc avoir 6 photographies. C'est parti. L'esthéticienne Ayoma va maintenant vous préparer pour les photographies. Vos photographies sont maintenant terminées. Donc ici, nous avons l'ensemble du bilan. Texture de peau, ridules ou hydratation, tout est contenu dans ce bilan. L'idée, c'est de réaliser ce qu'on appelle le skin code, donc le code de la peau, qui est propre à chacun et qui, du coup, voilà, permet tout simplement d'élaborer la formulation du soin sur mesure parmi 40 257 formulations possibles. L'esthéticienne ne fait qu'introduire le tube et la machine s'occupe de tout. Cette crème sur mesure va en fait nous permettre d'ajouter dans une base de crème différents sérums. Et chacun des sérums a une action très particulière en termes d'hydratation et aussi en termes de régénération. Donc ils seront toujours tous ajoutés, mais en quantité différente, c'est ce qui fait la personnalisation. Donc voilà votre crème. Super. Tout est là. Et donc vos données sont bien enregistrées, hein, donc on pourra tout à fait faire le comparatif à partir de 6 semaines pour montrer l'amélioration. Dans l'industrie de la beauté, pouvoir enregistrer ces données, c'est un véritable trésor parce qu'on a vraiment toutes les typologies répertoriées, toutes les tranches d'âge finalement. C'est ce qu'on appelle l'atlas de la peau. Toutes ces données sont récoltées pour nous aider à affiner toujours au mieux le diagnostic, l'élaboration des produits et pour personnaliser au mieux les soins de manière générale. Demain, ce système de soins personnalisés s'installera même à domicile, dans notre salle de bain. Chaque matin, un soin adapté à notre journée, la météo ou le niveau de pollution sera confectionné pour nous. Mais ces fameuses données, tous ces renseignements que nous communiquons sur nous, sont-ils vraiment protégés? Les plus grandes multinationales de l'Internet, avec tout leur système de sécurité, de cryptage, elles se font quand même exploser par des hackers qui arrivent quand même à récupérer nos photos sur Facebook, nos emails sur Google, nos données de carte de crédit chez Amazon, chez Netflix. On va nous dire non, on ne peut pas cambrioler la banque. Si, en fait, il y a toujours un mec qui arrive à cambrioler la banque. La technologie nous permettra donc d'être plus beaux, mais aussi de le faire savoir. En nous reliant au monde entier depuis notre salle de bain, via les réseaux sociaux, nous pourrons nous exposer encore plus souvent et plus facilement. La pratique du selfie et l'hyperconnexion aux réseaux sociaux vont créer en plus de la beauté réelle, une beauté numérique. Cette mutation est menée par une génération branchée sur smartphone. Pendant très longtemps, les icônes de beauté ont été inventées par des gens qu'on pouvait localiser dans la société. Du peintre qui rêvait de la beauté idéale, de la publicité qui inventait des mannequins, du réalisateur qui inventait ses actrices préférées. On est sorti de ça. Tous ces systèmes ont une concurrence, et cette concurrence, c'est une masse d'individus qui choisit elle-même, et ça échappe à ces décideurs antérieurs qui sont souvent réduits à suivre.
Le premier symptôme de cette beauté virtuelle, c'est le selfie. L'art de se prendre en photo à bout de bras et de se mettre en scène, apparu au début des années 2000. Adopté par toutes les célébrités, mais démocratisé par la star de la télé-réalité Kim Kardashian, cette pratique a envahi la planète, car être beau désormais, c'est être selfiable. C'est la beauté qui va être reproductible et likeable pour avoir le maximum de popularité. C'est le propre du self-branding ou de l'auto-branding, l'auto-promotion de soi. Le moi, l'ego, est une marque et je me vends comme tel. À quoi ce selfie vous a servi? Tout simplement, en tant que devise sociale, à augmenter votre valeur. Comme si vous étiez une pièce ou une monnaie. Ah, il a vu que je portais ce beau vêtement. Ah, il a vu comme aujourd'hui, c'était un jour avec une bonne coupe de cheveux, etc. Aujourd'hui, plus d'1 million de selfies sont postés chaque jour. Une pratique devenue tellement répandue qu'un sculpteur a même décidé d'en faire une œuvre. Dans la cour du Palais Royal, cet artiste, Stéphane Simon, s'apprête à libérer ses étonnantes créations de leur container. Ça fait un peu, on rentre au Panthéon. Ce plasticien a observé scrupuleusement aux quatre coins de la capitale la posture de ceux qui pratiquent l'art du selfie. Il en a fait 2 sculptures à taille humaine qui attirent très vite les passants. Great. Why do you smile? Et pourquoi vous riez? Parce que je pense qu'il est un peu égocentrique. You made selfie of your face or also body? Je fais des selfies de mon visage. Okay. What do you try to transmit about your beauty? Je mets en avant mon visage entier parce que j'aime beaucoup mes yeux et mon sourire. Ce qui m'a interpellé en tant que plasticien, c'est tout un nouveau catalogue de gestes liés à la pratique de l'autoportrait. Je me suis rendu compte que finalement, ces gestes n'avaient aucun équivalent dans toute l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'art. Ils ont à la fois une étrangeté, une plasticité, une beauté qui leur est propre. La posture, elle est aussi liée à l'outil technologique qu'est le téléphone portable. Avec l'apparition effectivement de cette focale photographique, la dimension technologique impose finalement une certaine gestuelle et une certaine tension. Et ensuite, tout le reste du corps va suivre ce genou plié qui fait référence à la sculpture antique de manière inconsciente et qui donne une harmonie générale au corps, encore une fois, dans des courbes et dans des formes que les sculpteurs antiques et grecs et romains maîtrisaient à merveille. Si je prends la photo dans ce sens-là, j'ai ce profil-là, donc ça fera mieux, par exemple là. Par contre, si je la prends comme ça fera forcément moins bien, parce qu'il y a le menton, il y a tout. Bon, je dirais... je plus tiendrai comme ça. Fille-garçon, au moment de vouloir se prendre en autoportrait, l'idée étant d'aller vers les autres ou de séduire, bien évidemment, inconsciemment, on va chercher une harmonie. Les hommes ont plus une volonté de transmettre un caractère de force, de rassurance vis-à-vis d'autrui, qui passe effectivement par la force physique, mais aussi par une expression du visage plus fermée, plus maîtrisée. Alors que les femmes vont peut-être chercher à mettre en avant une posture corporelle beaucoup plus gracieuse, avec des postures qui se tournent de 3/4 profil ou 2 profils. Prends la photo d'un peu plus haut. Je veux avoir un visage fin et joli, un long cou comme les mannequins, et pour ça, il faut prendre la photo d'en haut. Si tu ne prends pas de selfie de ce que tu fais dans la vie, c'est comme si rien ne se passait. Si je mange une glace et que je ne prends pas de photo, c'est comme si je n'avais jamais mangé de glace. Tout est une question de selfie. Tout ce que l'on fait est enregistré grâce au selfie. C'est devenu une routine, c'est robotique. Je suis absolument convaincu que dans les années qui viennent, le nombre de selfies va encore augmenter. Aujourd'hui, une étude qui vient de sortir à Londres montre que 3 hommes sur 10 à Londres
prennent des stéroïdes pour augmenter leur musculature. On n'a jamais vu ça. C'est pas simplement pour être musclé, c'est aussi pour faire des photos de soi musclées. Donc on sait très bien que voilà, le nombre va continuer de croître. On a cette idée d'un corps qu'on peut modeler et qu'on a le droit de transformer. Quand on a une disgrâce, de dire mais finalement pourquoi aurais-je toute ma vie à vivre avec, etc. Donc tout ce chemin, la vie virtuelle va l'accélérer. Oui. Être plus beau en selfie qu'en réalité, cela pourrait bien être la priorité désormais. Outre-Atlantique, c'est même déjà une vraie tendance. En Floride, par exemple, on n'hésite pas à avoir recours à la chirurgie esthétique pour rendre son visage plus selfiable. Le chirurgien Michael Sulzer, alias Dr Miami, est une star des réseaux sociaux où il filme en direct ses opérations. Bienvenue dans le bloc. Aujourd'hui, on réalise une opération de fesses brésilienne. On commence par le bas, regardez la forme des fesses. Il a vu arriver cette dernière décennie une nouvelle clientèle accro aux selfies, aux filtres qui corrigent le visage et qui ont modifié l'idéal de beauté. Le chirurgien s'est spécialisé dans ces opérations d'un nouveau genre. Les gens veulent ressembler à leur ego virtuel. Ils veulent être aussi beaux que lorsqu'ils sont représentés avec les filtres sur les réseaux sociaux. Ils veulent devenir une version virtuelle d'eux-mêmes. Les selfies sont la cause du changement de notre idéal de beauté. Beaucoup d'applications comme Instagram et Snapchat proposent des filtres qui sont capables de modifier un peu le visage. Bouger les yeux sur le côté extérieur, enfoncer les joues, faire ressortir les pommettes vers le haut. La beauté, c'est une question de millimètres. Ces petits changements, grâce au filtre, ça fait des grosses différences sur l'apparence d'une personne. Quand les personnes se regardent dans un miroir, c'est une image statique. Mais lorsqu'ils se regardent sur Snapchat ou Instagram, que leur visage se transforme un peu et qu'ils ont l'air plus beaux, alors ils trouvent une solution pour ressembler à ça dans la vie réelle. Certaines opérations sont réalisables. C'est possible de remonter vos pommettes et de creuser vos joues. On peut aussi faire des lèvres plus grosses, comme sur les filtres, ou bien structurer le bas du visage avec une liposuction ou des implants de la mâchoire. Certains des filtres sont réalisables dans la vie réelle. La demande d'intervention chirurgicale de cette jeune génération dépasse aujourd'hui celle des plus de 50 ans. Dans une société vieillissante, la chirurgie esthétique avait déjà pris une place importante. Mais désormais, de jeunes étudiantes comme Lisa, 23 ans, n'hésitent pas à venir consulter le Dr Miami. Je viens de refaire les lèvres et j'ai remonté mes pommettes pour rafraîchir mon look. J'utilise beaucoup Instagram et Snapchat. Je voulais juste accéder à un niveau supérieur de ma beauté. Mais la demande la plus extravagante à laquelle le chirurgien tente de répondre aujourd'hui, c'est une opération des yeux. Ce filtre à la mode permet d'avoir les yeux plus larges et plus écartés. Cette forme de visage n'a rien de naturel. Elle vient tout droit des mangas, ces personnages de BD japonais. La nouvelle génération a donc désormais des modèles qui ne sont plus humains et elle compte bien leur ressembler. C'est très difficile, pas impossible, mais difficile d'éloigner les yeux. Est-ce qu'on pourrait le faire? Bien sûr, oui, si on le devait. Avec une vingtaine de chirurgiens qui travailleraient ensemble 24 heures sur 24, oui, on pourrait le faire, mais c'est une opération très dangereuse. Ce n'est pas conseillé. Nous, ce que l'on peut faire, c'est affiner le nez pour donner l'impression que les yeux sont plus éloignés. J'imagine le futur où l'on pourra rentrer dans un endroit et choisir la forme de ses yeux, leur couleur, la couleur de sa peau aussi, ou bien sa taille. Toutes ces choses, ce n'est pas de la science-fiction. Tout ça, ce sera possible dans les 50 prochaines années parce que la technologie est déjà là. Choisir le corps que l'on veut, mais aussi, pourquoi pas, le genre que l'on préfère. Masculin, féminin, tout cela ne serait-il pas juste un héritage culturel ? Et après tout, pourquoi s'y soumettre? À l'avenir, femmes et hommes pourraient se confondre dans une esthétique moins codifiée, le non-genre.
Pour comprendre cette notion qui s'annonce demain, il faut repartir en arrière. Précisément dans les années 70. À l'époque, les mouvements féministes et la culture gay bousculent déjà les genres. Une grande partie du travail de la culture gay était un travail d'exposition. Dès lors qu'il y a des gay pride partout, on est obligé de se rendre compte qu'il y a des jeux, il y a du détournement. Et ça construit un phénomène social. Ce phénomène social étant exposé, il redevient exemplaire. Et donc, ah mais oui, moi aussi je peux faire ça. La culture se déverse, s'échange, c'est comme une monnaie, ça se passe d'une poche à l'autre. Donc bien sûr, cette communauté gay a œuvré de manière immense. Ce sont désormais des stars de la culture populaire qui défendent cette nouvelle forme d'esthétisme, une beauté non genrée. Les artistes comme Stromae, Christine and the Queens, Eddie de Pretto, et plus récemment Bilal Hassani, représentant de la France à l'Eurovision, sont devenus les ambassadeurs de ces bouleversements. On peut fluidifier les genres, on va se déguiser, on va jouer à être quelqu'un d'autre, on va construire sa personnalité. Et quand je construis ma personnalité, je ne vois pas pourquoi je m'arrêterais à mon genre, qui par ailleurs est défini par qui? Par la société. Pourquoi moi, je ne pourrais pas redéfinir le genre qui est celui dans lequel j'habite et par conséquent alimenter ce canon qui n'est rien d'autre que culturel. Parmi ces artistes, le musicien Kid Ismail et son univers fantasque. L'année dernière, il est invité à l'Élysée avec sa joyeuse bande de danseurs pour célébrer la fête de la musique. Sur le perron du palais, il envoie balader les codes du genre. Sa présence et celle de ces hommes en talons hauts a été controversée. On n'a pas changé nos habitudes, on est venu tel quel. Et je pense que ça a été saisissant, je pense, pour beaucoup de gens qui ne voient pas les gens comme moi. Et je pense que ça a été une image hyper violente pour certains, mais une image de réconfort pour beaucoup d'autres. De se sentir moins seul et de savoir que, bah ouais, il y a des gens qui sont là, qui s'assument. Et tellement ils s'assument, bah, même le président, il les invite. Même si les précurseurs de ce nouveau genre sont accueillis sous les ors de la République, ils sont encore la cible de beaucoup de critiques et d'attaques. Ce sont des personnes qui vont être mises à l'épreuve, évidemment, du regard des autres, qui vont être encensées et qui vont être simultanément méprisées, mais qui incarnent, je crois, l'un des modèles les plus puissants qui s'annoncent dans le monde qui vient. À Paris, une agence de mannequins s'est spécialisée dans ces modèles androgynes. Je vais quand même demander à Céline s'ils veulent qu'il garde ses cheveux orange ou s'ils veulent peut-être qu'il lui laisse... Mais c'est cool, moi je trouve qu'il est bien avec ses cheveux orange. Depuis la création de leur agence il y a 7 mois, Benoît Guinaud et son associé Chris Lucas trouvent leurs mannequins dans la rue ou en fouillant sur les réseaux sociaux. Comme ce jeune homme aux traits affinés et aux cheveux longs. Je vais te montrer le garçon que nous a envoyé Ganesh. Je m'appelle Sofiane Xavasi de Strasbourg. Franchement, il est vraiment trop bien. Il vient à Paris demain, en plus il est fin, donc c'est parfait. Moi, quand je vois quelqu'un, c'est une personne que je vois. On voit quand même, on arrive à sentir si la personne est plutôt un garçon ou une fille, mais c'est même pas une question qu'on pose. D'ailleurs, dans les formulaires qu'on leur fait remplir quand ils arrivent, il n'y a même pas marqué, il n'y a même pas à cocher homme ou femme. Ils mettent leur nom, leur prénom, leur Instagram. Nous, on a des garçons, ils ressemblent clairement à des filles, en fait, quand on les voit. Pourtant, c'est bien des mecs. Ils sont contents d'être virils, ça leur va, mais ils ressemblent à des filles. Et puis c'est comme ça, et puis c'est cool. Ce qui est moderne, justement, c'est de les mettre en avant. En plein pré-casting de la Fashion Week Homme, Benoît va proposer ces jeunes visages hybrides qui sortent des standards virils habituels pour attirer les enseignes de luxe. Et après, demain, de toute façon, c'est simple, tout est important demain. T'as Hermès, t'as Louis Vuitton à nouveau. Donc non, c'est bien, t'as beaucoup de trucs demain. Que des gros shows. Des dizaines de mannequins se succèdent toute la journée. Photos, défilés, mensurations, passage obligé avant d'être envoyés en essayage dans tout Paris. For Hermès, how many guys do we have? Oh, we've got 10 guys for Hermès. Oh, that's nice. That's Which one? We've got Sharif. Okay, that's great. I'm really happy that they take Najib, definitely, because I think he's really interesting for Hermès. Hey, Najib. How are you?
Najib, c'est ce jeune Somalien de 20 ans dont la beauté androgyne est en train de séduire les plus grandes maisons de haute couture. Ce qui est bien, c'est qu'il est vachement fin, tu vois, c'est le corps, le visage, c'est top. De dos, on peut le prendre pour une fille sans aucun problème, même de face d'ailleurs, parce qu'il a cette androgynie qu'il n'a pas choisie, qui est vraiment, pour le coup, intrinsèque, quoi. Et il a été demandé par Hermès, justement, pour là, leur casting. Donc, la clientèle Hermès, qui est quand même classique, luxe, élégant, etc. C'est des gens difficiles à bousculer. First, Mugler. Yeah. Okay? When you finish Mugler, you go to Hermès. Okay. Okay? Because it's really, really important. Okay. On sent qu'il y a un intérêt où ils se disent ah, il y a quelque chose en fait qui nous parle, qui est beau, qui est pas dérangeant, mais qui est quand même un peu différent. Donc c'est un pas quand même. And then you finish by Louis Vuitton. You have 7 things to do tomorrow. Okay? It's really important. On peut vraiment parler de beauté non genrée, définitivement, dans le sens où c'est vraiment en train d'évoluer déjà les shows, en fait. Par exemple, pendant la Fashion Week, on le voit, il y a une vraie mutation qui est en train de s'opérer. Les marques sont en train de mettre les deux, le garçon et les filles, du coup, dans le même panier, je dirais, et donc faire des shows mixtes. Salut. Ça va? Oui, ça va. Comment ça s'est passé, les castings? Si l'avenir des défilés se profile sans étiquette de genre, nous n'en sommes qu'au début. Otto est né fille, mais se définit aujourd'hui comme un être non-binaire, ni homme, ni femme. C'est l'un des tout premiers modèles à passer un casting masculin sans appartenir à un genre. Et même dans le milieu de la haute couture, pourtant souvent avant-gardiste, les choses ne sont pas encore simples. Et avec les casting directeurs, du coup, comment ça s'est passé? Parce que là, c'est du coup les premiers, donc juste savoir si ça c'est, voilà, t'as eu un stress. Donc, le mec qui réceptionne tout, ça déjà me voit. Du coup, il fait genre bon bah, vas-y là, retire tes bijoux, tes bracelets et tout, et genre mets-toi genre, torse nu. Je comprends, c'est surprenant quand on te demande de te mettre torse nu devant plein de garçons. Mais je sais, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit qu'est-ce que je fais, je me sens, je sais pas trop, mais ce qui est normal, tu vois, au début, forcément, t'es pas forcément à l'aise. Et puis, en fait, le truc, ce qui est assez marrant, ce que je trouve cool, c'est que tu te dis, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer parce que les gens, c'est un peu surprenant encore pour eux, mais je pense que tu vois, d'ici quelques mois, ce sera de moins en moins. Parce que de plus en plus, je t'ai dit, on voit des gens de tous les genres, de tous les styles. Dans le milieu de la mode, ça reste très binaire. Il y a vraiment le département homme, le département femme, et c'est tout en fait. Donc peut-être que ce à quoi on pourrait tendre d'ici 10-20 ans, qui est juste la Fashion Week, un défilé, non pas deux, en fonction du genre qui leur a été assigné à la naissance. Parmi ces nouveaux modèles androgynes, qui font désormais la tendance, la plupart sont métissés. Dans 40 ans, la moitié des Américains qui naîtront seront par exemple issus de 2 origines au minimum. La beauté de demain sera donc colorée. Un grand mélange qui va s'imposer. Pour moi, la beauté du futur, ce serait une beauté qui serait plurielle. Ce serait une beauté qui arrêterait d'être pensée comme caucasienne, avec des yeux clairs, des cheveux clairs et tout ça. Et il faut absolument déconstruire ce qu'est la beauté en termes de race. C'est-à-dire qu'il faut ramener la beauté caucasienne à la beauté asiatique, à la beauté négroïde sur le même palier pour que quand les métissages se font, tous les métissages soient beaux. Nous pourrions donc déconstruire les stéréotypes de la beauté d'aujourd'hui pour créer celle de demain. Le sacro-saint maquillage, par exemple, jusqu'ici l'apanage le plus féminin qui soit, pourrait bien envahir le quotidien de ces messieurs. Le maquillage pour tous, un tournant à ne pas rater. Les plus grandes marques sont déjà sur le coup. En 2026, le marché mondial des cosmétiques pour hommes devrait atteindre près de 50 milliards d'euros contre 38 aujourd'hui. Les hommes, ils se maquillent depuis des années. Je veux dire, Jean-Pierre Pernaut, il était maquillé. Tout le monde se maquille. On met du maquillage parce qu'on veut gommer les imperfections. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce maquillage? Est-ce qu'on en fait quelque chose pour faire des maquillages qui sont dits traditionnellement de femmes sur un visage masculin? Est-ce qu'on est un homme qui se fiche des codes
de la société et qui se dit moi j'aime mettre du rouge à lèvres, je vais mettre du rouge à lèvres parce que je trouve que j'ai une bouche magnifique et que c'est génial pour le rouge à lèvres, donc j'y vais. Et du coup ça permet peut-être de reconsidérer en fait une image de la beauté beaucoup plus uniforme en termes de genre. Il y a un créneau à prendre. D'un point de vue commercial, il y a la moitié de la population qui n'était pas vraiment aujourd'hui fidélisée à ces gestes-là. Ensuite, l'homme subit aussi une pression sociale que seule la femme subissait jusqu'alors, qui est d'être plus beau, plus soigné, plus présentable. Donc c'est pas forcément une bonne chose, mais on tend vers ça. Donc on va avoir aussi des besoins hommes et femmes qui vont se rejoindre. Les femmes vont probablement consommer un peu moins et un peu mieux, et les hommes un peu plus. Parallèlement à ce marché qui grossit, des lieux dédiés aux soins masculins vont faire leur apparition. L'avenir de l'homme, c'est donc l'Institut de beauté. En tout cas, Sarah Amizi, avant-gardiste en matière de poils, a tout misé sur cette idée. Elle a créé son premier salon, La Barbière de Paris, il y a 15 ans, bien avant que la barbe ne devienne à ce point tendance. Ce qu'elle a su percevoir, c'est la capacité et l'envie des hommes à prendre soin d'eux. Ici, on fait plus qu'une simple coupe, à chaque client, un soin personnalisé. Vous avez un objectif précis ou vous voulez plutôt qu'on vous oriente sur le style de structure de barbe ou vous avez vraiment une idée fixe? Non, j'ai une idée un peu générale. J'aimerais bien une barbe bien présente. Oui. Après, comme je ne sais pas très bien comment ça peut aller avec le visage, avec voilà, la silhouette, c'est là où le conseil sont précieux. D'accord. Alors moi, ce que je constate, il y a vraiment un potentiel à développer parce que l'implantation est juste magnifique. Le côté beauté, c'est plus un élément qui appartient uniquement à la femme, mais qui est partagé aussi par les hommes. Alors regardez ce qu'on a réussi à enlever. Voilà. Vous voyez? C'est pas mal, hein? C'est joli. Il y a une forme d'éducation qui est en train de se faire envers les garçons qu'ils n'ont pas reçu jusqu'à aujourd'hui par les autres générations. À l'époque, un homme qui met une crème sur son visage, on va dire facilement que c'est quelqu'un qui appartient à la communauté gay ou ce qu'on appelle les métrosexuels. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est quelque chose qui appartient à tous les garçons. Pourquoi s'interdire la beauté au masculin? Et là, je vais venir donc intervenir avec mon maquillage. Donc le crayon, ça va permettre juste de venir gommer un tout petit peu et de faire ce qu'on appelle un remplissage sur la peau. Donc on va venir pigmenter la peau pour qu'elle soit plus foncée, qu'on ait l'impression qu'en fait on a plein de poils à cet endroit-là, or on n'en a pas. Et puis après, on vient aussi agrémenter les poils blancs. Donc vous avez un mascara ordinaire. Avec Sarah, les gestes que l'on pensait simples deviennent de vrais rituels de beauté. Toujours en avance sur son temps, elle ne se limite pas au visage, mais propose des services qui vont encore plus loin. On peut aussi traiter le torse, parce qu'on fait ce qu'on appelle des sculptures de torse. Un jour, un de mes clients me disait « Sarah, ça me gêne, ce qui déborde ici, pourquoi tu ne ferais pas un truc autour du torse ?» C'est aussi les clients qui m'amènent à ça. Donc là, pour la sculpture du torse, on va venir sublimer le torse en taillant en V, en créant peut-être des tablettes de chocolat, en enlevant un peu les poils indésirables. Il y a beaucoup de choses à faire dans cet univers parce que jusque-là, il n'y a pas suffisamment de lieux dédiés pour la beauté masculine. Aucun problème de poils pour les hommes, mais qu'en sera-t-il de ceux des femmes? C'est simple, dans les rues, sur Internet, à la télévision, pas une publicité sans que le corps de la femme ne soit parfaitement épilé. On voit bien la différence avec le tableau de Courbet. Ouais, quand même, ce qui marque le tableau de Courbet, c'est que c'est une femme poilue. On voit le sexe, mais je veux dire, ça n'a absolument rien à voir avec un film pornographique. L'explosion de la culture porno via des sites internet gratuits en libre accès à tout âge, malheureusement, ça a fait exploser les demandes aussi d'épilation intégrale au niveau du maillot, chez les filles comme chez les garçons. Donc c'est sûr que ça ne va pas dans le bon sens, puisque ça impose une norme qui n'est pas naturelle et qui, là encore, génère des contraintes pour les individus, hein, femmes comme hommes.
En opposition à ces corps lisses, les poils féminins se rebellent. Jambes poilues et aisselles en friche, plusieurs mouvements appellent à la résistance. Les femmes vont-elles un jour ressembler à ça? Certaines personnalités affichent désormais fièrement leurs poils. Les chanteuses Paris Jackson, Miley Cyrus, Alicia Keys et même Lourdes León, la fille de Madonna, qui, tout poil dehors, pose pour une marque de chaussures connue. On vit depuis l'Antiquité dans une société où le corps de la femme doit être glabre, lisse, sans taches, uniforme. Il est assez logique qu'aujourd'hui, à l'heure en plus où les réseaux sociaux et Internet permettent à tout un chacun de s'exprimer, que des groupes féministes ou pas prônent ou proposent un retour à une pilosité naturelle qui demande moins d'entretien et moins de contraintes à des femmes qui en ont déjà beaucoup sur le dos. La révolution du poil a déjà conquis les jambes et les aisselles de certaines nouvelles générations. Anna a 21 ans. Elle est étudiante à la Sorbonne. Ouais, et franchement, c'est le premier cours à Paris là-dessus et je suis super contente. Enfin, pour moi, c'est un moment un peu historique, entre guillemets. Elle suit un enseignement d'histoire de l'islam médiéval avec son ami Simon. Mais du coup, ouais, c'est toutes les semaines. Ouais, toutes les semaines et la semaine prochaine, c'est moi qui vais animer le séminaire. Anna porte été comme hiver un pantalon court, un moyen pour elle de montrer ses jambes qu'elle n'épile plus depuis près d'1 an. Je suis totalement consciente que c'est en décalage parfait avec la grande majorité des femmes dont on voit les demi-jambes. Mais en tout cas, voilà, je pense honnêtement que je suis plus belle avec mes poils. C'est un critère de ma beauté à moi. Voilà, c'est une partie intégrante de mon apparence et c'est quelque chose dont je suis très fière. Mais le combat pour la survie du poil est rude. L'année dernière, la mannequin Avida Bistrum pose pour cette marque de basket. Elle se bat depuis contre ses détracteurs sur Internet. Car dans l'imaginaire collectif, une femme poilue serait une femme sale. On n'accepte pas du tout le poil de la femme parce que, effectivement, il nous renvoie un peu à l'animalité. Entretenir sa pilosité ou s'en débarrasser, c'est aussi une marque d'hygiène, c'est-à-dire qu'on prend soin de son corps, on prend soin de sa peau. Donc c'est vrai que la personne qui ne va pas s'épiler, peut-être le premier jugement, avec la culture qu'on a aujourd'hui, c'est de dire « Ah mais elle ne s'entretient pas du tout » ou corollaire, elle ne se lave pas. Donc il faut qu'on revoie un petit peu ces stéréotypes et qu'on n'associe plus la présence de poils chez la femme à un état de négligence. À ma connaissance, c'est pas fondé. Hein. Les femmes qui ne s'épilent pas les jambes n'ont pas forcément des problèmes d'hygiène corporelle ou ne sont pas forcément négligentes. Donc pour moi, c'est totalement infondé. C'est encore le poids de notre culture. Dans son entourage, Anna n'est pas la seule à avoir fait de ses poils un critère de beauté. Lisa, 17 ans, son amie d'enfance, a arrêté toute épilation depuis 3 ans. Ah, celle-là, ça allait bien. Ouais. Là, genre, tu sais, je fais la même pose qu'elle, ici. Ouais. Donc j'ai arrêté de m'épiler parce que, premièrement, ça me prenait trop de temps. Ça fait mal, ça coûte cher. Et ça me dérange pas qu'il soit là. Et même maintenant, ça me dérange. Enfin, quand j'ai des souvenirs de mes jambes épilées, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression que c'est pas moi, que c'est pas mon corps et que j'arrive pas à me l'approprier si j'ai pas mes poils dessus et juste parce que c'est comme ça. Et aujourd'hui, moi, je suis fière de montrer mes jambes dans la rue ou mes aisselles dans la rue parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut faire accepter aux gens. Promouvoir le poil, c'est l'objectif d'Anna et de Lisa en participant à un challenge sur Instagram. Le January, comprenez, le mois de janvier poilu. Ici, pareil, tu vois. Mais c'est cool, en fait, c'est dans plein de langues. Ouais. C'est genre en italien, russe. Un défi lancé par une étudiante anglaise et qui appelle les femmes à poster une photo de leurs poils. Les 2 jeunes filles comptent sur le pouvoir viral des réseaux sociaux pour porter leur message. Le hashtag, c'est un vecteur de rassemblement, c'est quelque chose qui peut nourrir un mouvement. Je pense au hashtag MeToo, par exemple. Ça permet de, bien sûr, évidemment, de donner de la visibilité. Voilà, on est à la moitié du mois, il y a déjà plus de 4000 publications. On espère que ce hashtag encouragera certaines femmes à poster des photos d'elles sur les réseaux sociaux en l'utilisant. Ok, j'ai une belle idée de story, là. Ok. Ok, c'est parti faire des photos. Oh, face à face.
ta jambe pliée, la gauche du coup. Avance-la un peu. Comme ça? Non, genre vers le... Vers le haut? Non, vers là-bas. Vers là-bas. Voilà. Tu veux que je regarde quelque part? Ouais, vas-y. Très bien. Ok. Genre là. Ça participera à la déconstruction de l'image de la femme idéale qui était pilier. On met juste January. Vas-y. Ok. C'est bon? Satisfaite? Ça se publie? C'est parti, finalisation. Ok, nickel. L'effort de déconstruction, il n'est pas si difficile à faire que ça, en fait. Enfin, dire à une femme, ah, mais pourquoi, en fait, tu souffres par rapport à qu'est-ce que ça t'apporte? Et deuxième question, pour qui tu le fais, en fait, tout ça? Parce que là, j'ai l'impression que ça demande énormément d'efforts. Pour moi, c'est une lutte, entre guillemets, qui sera extrêmement facile, en fait, à mener. Mais au-delà des mouvements féministes, il se pourrait bien que dans l'avenir, nous n'ayons pas d'autre choix que de laisser pousser nos poils pour défendre l'humanité. Quand les êtres humains se sont mis en tête de domestiquer leurs poils, ils avaient quand même globalement l'idée d'affirmer que l'être humain était un animal différent des autres. Aujourd'hui, on va rentrer dans un monde où, dans l'imaginaire, celui dont il faudra se distinguer, c'est le robot, c'est le cyborg. À partir du moment où l'alter ego auquel on va se comparer n'est plus l'animal, qui malheureusement est en voie de disparition, et où c'est plutôt le robot qui va se répandre, qui aura une forme plus ou moins humaine, peut-être que le poil a de l'avenir, parce que c'est une signature humaine. C'est la signature du vivant. La technologie omniprésente et la peur d'un monde déshumanisé donneront peut-être envie à l'homme d'un retour à la nature pour aussi mieux la préserver. Nous subissons un réchauffement climatique sans précédent. Première des conséquences, la pénurie d'eau. Cette carence concerne aujourd'hui 20% de la planète. Elle touchera 40% de la population mondiale dans une dizaine d'années seulement. Il va donc falloir se réinventer, repenser notre façon de consommer l'eau et revoir nos habitudes d'hygiène. On va probablement être obligé de réduire notre consommation d'eau et de cosmétiques. Ce sera de gré ou de force. On peut le faire en toute conscience par sa volonté d'écologie ou simplement pour préserver sa peau et sa santé. On peut le faire de force si on est rationné en eau dans des endroits où il n'y a pas suffisamment. Je pense qu'il faut qu'on commence tous à le faire parce que manifestement on va tendre vers une meilleure utilisation de l'eau, plus qu'un rationnement en tout cas en France. C'est bien de se préoccuper des questions environnementales. Aujourd'hui, nos gels douche, crème pour le corps et shampoing contiennent 80% d'eau. L'une des solutions pour économiser nos ressources serait d'utiliser des produits solides qui ne contiennent pas d'eau. Après des décennies à perfectionner des produits toujours plus sophistiqués, nos cosmétiques pourraient être anéantis par la savonnette. Gants en latex, masque de protection et poudre blanche, une ambiance proche d'un film de narcotrafiquants. Pourtant ici, rien de chimique, tous les ingrédients sont naturels. La farine de riz, l'argile, l'huile de coco, chauffées et mélangées dans ce robot, vont devenir des cosmétiques, vos crèmes et savons de demain. Nous sommes dans l'atelier de fabrication de la patronne des produits solides, Ludvina Sanchez. Alors, il faut que je donne une plaque noire à Anaïs, une plaque de cuisson noire. Lancée il y a 5 ans, l'entreprise de Ludvina propose aujourd'hui une vingtaine de cosmétiques confectionnés à la main. Shampoing, dentifrice, démaquillants, déodorants ou crème pour le corps. Un résultat de 10 années de réflexion. J'ai été amenée dans ma vie antérieure à travailler sur les questions de l'eau et puis sa disparition progressive, aussi bien en termes de qualité qu'en termes de quantité dans certaines zones de ce monde. Et c'est vrai que pour moi, la cosmétique solide, ça a été quelque chose qui pouvait répondre à cette inquiétude que je pouvais avoir. Quand on ne met pas d'eau, on n'a pas besoin de mettre un emballage en plastique pour
pour éviter que ça fuit, puisque ça se tient tout seul. Quand on ne met pas d'eau, ça permet aussi de faire se concentrer d'actifs et de faire un produit de A jusqu'à Z extrêmement intéressant. Pour les matières premières, les huiles essentielles, est-ce que tu sais où on en est? Il y a toujours le ylang-ylang qui manque. Tout l'enjeu pour la fondatrice, c'est d'adapter son produit à nos habitudes de consommation, tout en prenant en compte l'évolution de nos modes de vie dans quelques décennies. Pour moi, la réponse, c'est d'essayer de causer le moins d'écart possible entre un cosmétique classique, je dirais, et puis les cosmétiques solides. Donc, la première réflexion, c'est justement la texture. Si on a quelque chose qui est trop dur, qui glisse pas, qui colle, on va pas avoir envie de faire cette démarche-là. Donc pour moi, si on veut petit à petit toucher de plus en plus de personnes, le mieux est d'arriver à proposer un produit qui soit simple d'utilisation. Dans la façon dont on formule les produits, on réfléchit justement toujours à la façon dont les gens vivent. Quand on vit en ville, on a le cuir chevelu qui a tendance à vouloir se protéger. Et donc pour se protéger, soit il va par exemple faire plus de sébum, soit il va réagir par exemple en devenant très sec. Donc la réflexion sur la pollution, pour moi c'est quelque chose qui est très important d'intégrer cet élément dans nos cosmétiques solides. De réfléchir à l'évolution du climat, c'est aussi quelque chose qui est très important. Si un jour on avait beaucoup de soleil autour de nous, si on avait de moins en moins d'eau, bien sûr que ça viendrait continuer à orienter la façon dont on formule nos produits. Ludvina réalise elle-même la formulation de ses cosmétiques. Aujourd'hui, certains d'entre eux nécessitent de l'eau à l'application, comme le shampoing, le dentifrice ou le déodorant. Mais elle veut développer à l'avenir le 0% d'eau à la fabrication comme à l'utilisation. J'aimerais bien qu'on fasse une nouvelle version de notre déodorant solide. Notamment, le brief, là, c'est de voir comment on peut faire pour l'utiliser sans mettre de l'eau. Donc là, on doit travailler sur une texture spécifique qui puisse fondre rapidement, mais qui ne soit pas collante, qui ne va pas laisser non plus de traces ou de taches de gras sur les vêtements. Faisons 4 exemplaires. Le côté gélatineux, c'est ce qui va permettre de faire comme une glisse, tu vois, de faire un mouvement qui va faire que ça va s'installer facilement sans qu'on ait à frotter trop fort. Donc là, il y a un petit challenge de nouveauté sur ce qu'on fait habituellement. Si nous devons faire des économies en eau, va-t-on devoir bouleverser l'un des rites les plus précieux que nous réalisons dans notre salle de bain tous les jours et se priver de douche ? En Suède, à Malmö, il existe la douche du futur qui pourrait bien nous sauver de cette catastrophe. Mehrdad Mahjoubi est ingénieur. Il y a 10 ans, il a inventé pour la NASA une cabine de douche capable de partir dans l'espace à bord des navettes spatiales. Quand je travaillais pour la NASA, je cherchais comment créer l'infrastructure la plus optimum pour une nouvelle maison, un nouvel habitat. Alors, naturellement, je me suis posé la question de comment on faisait sur Terre, et j'ai découvert à quel point nos habitudes étaient mauvaises. J'ouvre le robinet, qu'est-ce qui se passe? L'eau parcourt 5 km. Je tire la chasse d'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'eau potable utilisée. J'active la douche, qu'est-ce qui se passe? C'est 10 litres d'eau par minute. Donc, en 10 minutes, 100 litres d'eau. Et parce que tout le monde veut prendre sa douche à la température du corps, voire même plus chaud, c'est-à-dire au moins 38 degrés, ça nécessite 5 kW d'énergie pour obtenir cette température. Toute l'idée de cette douche, c'est de garder nos habitudes, mais sans gaspiller. C'est comme ça que ça fonctionne. On appuie ici sur le bouton, comme ça. À partir de là, l'eau qui coule est purifiée et envoyée dans un circuit en boucle. Donc l'eau sort du pommeau, puis elle part dans l'évacuation. Ensuite, elle est analysée 20 fois par seconde pour être sûre qu'elle est propre.
L'eau traverse ce filtre, elle est analysée sur son chemin et repompée par ici. Après la pompe, une lampe UV stérilise l'eau, puis elle est chauffée, et enfin elle ressort pour l'utilisateur. Sur cet exemple, il s'agit d'une douche normale. Ici, en 20 minutes, vous utilisez 160 litres. Mais avec notre douche, on utilise seulement 8 litres. Et la raison, c'est que nous la recyclons. Avec cette douche révolutionnaire, nos gestes de toilette ne changeront pas. Pourtant, il se pourrait bien que dans le futur, nous utilisions de moins en moins cet outil. Car au-delà de notre consommation d'eau, nous nous lavons trop souvent. Sur notre peau, il y a une flore cutanée qui est composée à la fois de bactéries, de petits virus, même on a des acariens, différentes choses. Et on a une empreinte bactérienne qui est propre à chacun. On a chacun nos bactéries dans telle quantité. Et ces bactéries, elles nous permettent de nous défendre contre d'autres bactéries qui ne sont pas souhaitables sur la peau, avec lesquelles on peut rentrer en contact dans les rencontres du quotidien, le fait de se serrer la main, de toucher une poignée de porte, etc. Donc trop se laver, c'est pas bon pour la peau parce qu'on va à la fois dissoudre les graisses de l'épiderme et puis déséquilibrer la flore qui est notre premier organe de défense contre les microbes externes. Pour sauver la planète et notre épiderme, nous allons devoir changer nos habitudes. Julien pratique le yoga tous les matins. Après l'effort, il ne prend pas de douche. Il essuie simplement avec une serviette son corps qui a travaillé. J'espace mes douches depuis quelques mois. Je me douche à peu près une fois tous les 2 jours. Sa gestuelle du matin est très simple. Un peu d'eau sur le visage et de la crème suffisent. Julien a commencé cette démarche progressivement il y a plus d'1 an. J'ai réduit ma consommation d'eau en réduisant les douches, mais déjà je faisais des douches très courtes. J'ai jamais pris de bain. C'est quelque chose en fait non qui s'est fait progressivement et qui est venu naturellement. On a été très très loin, je pense, dans cette société d'hyperconsommation et je pense qu'on est obligé, par les problèmes environnementaux, de décélérer, d'arrêter, de prendre conscience de ce dont on a réellement besoin. En repensant ma façon de vivre, de consommer des choses, ça fait du bien à la planète, ça me fait du bien à moi. Les personnes dans mon entourage, quand ils sont au courant ou quand on vient en parler, leur réaction est plutôt sympathique quand même, sur le ton de l'humour, mais il y a quand même un peu des fois de la défensive. Du coup, pareil, je leur pose la question directe en leur demandant s'ils me trouvent sale ou si je sens mauvais. Et généralement, la réponse est non, enfin tout le temps même. Le jour, on me dit oui, je passe vraiment sous la douche. Cette pratique pourrait devenir notre quotidien. Mais jusqu'où pourrait-on aller ? Pourrions-nous arrêter de nous laver définitivement ? Il me paraît difficile d'arrêter totalement de se laver. Il me paraît très simple de réduire notre temps de lavage ou notre fréquence de lavage. Le fait de ne plus se laver dans les premiers jours, ça ne va pas avoir de grandes conséquences sur sa santé ou sur sa peau. En revanche, c'est assez désagréable parce qu'on a l'habitude de se sentir propre grâce au contact avec l'eau et d'avoir cette odeur de savon ou de détergent qu'on utilise. Après une dizaine de jours, les choses vont se réguler, l'odeur de transpiration va s'atténuer un petit peu, tout simplement parce que notre flore bactérienne, cutanée, elle va se rééquilibrer puisqu'on a arrêté de la déséquilibrer en la savonnant. La salle de bain du futur pourrait peu à peu se désencombrer pour laisser place à un univers plus épuré. Donc on sort de cette société hyper hygiéniste pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus naturel, sans revenir pour autant aux toilettes sèches ou à l'absence de toilettes du Moyen-Âge. On ira vers une forme d'ascétisme, en n'ayant que des choses plus utiles. On a tous beaucoup de choses dans nos placards, nos armoires, etc., qu'on n'utilise pas. Aussi bien dans la cuisine que dans la salle de bain, que dans tout le reste de la maison. On ira vers des univers plus dépouillés. Quel sera le visage de la beauté de demain ? Atypique, androgyne, robotique, identique ?
Seule certitude, la quête du beau continuera d'être au cœur des préoccupations des générations futures.